Professeur Alesprim Meklich, bonjour. Bonjour madame. Alors chaque année, même chiffre, même constat, la production céréalière sera légèrement en hausse comparativement à l'année dernière. On annonce déjà le chiffre de 35 millions de quintaux. Ça a été annoncé récemment par le directeur de régulation au niveau du ministère de l'Agriculture. L'année dernière, elle était un peu moins, 32 millions de quintaux. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces quantités nous permettent aujourd'hui d'alimenter suffisamment le marché de telle sorte à répondre à nos besoins qui sont de 3 fois plus? Absolument, les besoins sont de l'ordre de 80 à 100, on peut dire 100 millions de quintaux. Chaque année, les rendements, la production nationale varie évidemment, on peut descendre jusqu'à des fois 18 millions de quintaux, parfois lorsque l'année est très difficile. Et ces derniers temps, on tourne autour de 25 à 30 millions de quintaux en moyenne. Donc on est très loin des besoins nationaux. Donc ce qui fait qu'il faut regarder les importations qui sont régulièrement de plus en plus élevées. C'est-à-dire les importations s'élèvent chaque année de plus en plus. Et on connaît j'ai regardé hier comment on appelle ça, les prix à l'importation sont quand même sérieux, c'est 400 dollars la tonne de blé dur, ce n'est pas plus, blé tendre un peu moins, c'est des chiffres quand même très élevés. Ce sont des cultures stratégiques, il faut absolument, il faut une stratégie très sérieuse pour essayer d'augmenter la production. D'accord, c'est des cultures stratégiques. Quels sont les facteurs qui contribuent aujourd'hui à la baisse de cette production? Puisque si on se réfère à certains chiffres, en 2009, quand même, nous avons réalisé un chiffre qui avait été estimé comme étant record, 63 millions de quintaux de production de céréales. Alors, de 63 à 35, c'est pratiquement la moitié. Qu'est-ce qui les justifie? Pourquoi on n'arrive pas à garder le même rythme de production? Oui, parce que bon, je ne vais pas douter du chiffre de 65 millions de cantons, c'est possible. Mais je sais qu'une année, particulièrement où j'ai vu la production d'orge, par exemple, était très élevée. Et partout en passé, c'était une année de orge. Donc, c'est sûr, on a fait des rendements importants. On avait réalisé la première opération d'exportation de l'orge. D'orge, exact. Et malheureusement, c'est-à-dire les causes qui bloquent la production nationale n'ont pas été levées. Ces causes, bon, évidemment, on incrimine toujours le climat. Mais tous les pays du monde ont trouvé une solution pour que le climat fasse moins de dégâts. Par exemple, un exemple très très simple, il faut, je ne sais pas si je peux rentrer dans les détails maintenant pour améliorer la production. Par exemple, uniquement le fait de semer en sec, on n'attend pas les pluies. On gagne énormément. Si l'agriculteur est obligé d'attendre les pluies, si les pluies sont tardives, vous voyez le rendement combien il va baisser. Parce que le blé, les céréales doivent être semés en novembre. Si vous attendez les premières pluies pour semer, comme cette année par exemple, les pluies sont tardives. C'est maintenant qu'on commence à travailler le sol. Vous allez semer en retard, et si on sème en retard, vous allez fatalement avoir des rendements très bas. Et c'est-à-dire déjà le fait de mettre une stratégie pour permettre à tout le monde de semer à temps, c'est déjà un pas considérable. Et je ne vous cache pas, ce que je vous dis maintenant, nous l'avons étudié à l'école. En 2013, déjà, tous nos enseignants insistaient sur le fait de semer en sec. Et on sait que dans les pays maghrébins, presque 95%, si ce n'est pas plus, des pluies, mois de décembre, il va être pluvieux. Donc il y aura suffisamment d'eau pour permettre à la plante de lever. Donc déjà, c'est un point, on peut déjà augmenter la production uniquement en appliquant cette technique. Il y a d'autres choses qu'on peut discuter par la suite. Mais professeur Meklich, est-ce qu'on peut considérer aussi que la surface céréalière reste aujourd'hui relativement moyenne? Elle est l'équivalent de 3 millions d'hectares pour les céréales, alors que nous avons l'équivalent ou un peu plus qui reste d'année en année en jachère.
Voilà, absolument. Ça aussi, c'est un autre problème de l'agriculture algérienne. La jachère, en principe, elle ne doit pas du tout exister parce qu'on peut pas. On ne peut pas laisser 3 millions, bon, le chiffre peu importe, mais on ne peut pas laisser une superficie donnée sans culture. Parce que, et on sait, du point de vue scientifique, la jachère n'apporte que, encore il faut le dire, n'apporte que du mauvais, parce qu'il y a la matière organique qui va être décomposée, ça va faciliter l'érosion éolienne, ça va faciliter l'érosion hydrique, donc le sol va s'approprier davantage lorsque vous laissez en jachère travailler. Mais pour régler ce problème, pour que la jachère soit diminuée, il faut impérativement définir une stratégie à long terme en mettant beaucoup plus de cultures qu'actuellement, c'est-à-dire en ne restant pas que dans les céréales doivent être associées avec des fourrages, des légumes secs. On ne va pas faire blé sur blé, c'est très mauvais. Et aussi, il y a une erreur peut-être, il faut le dire, qui a été commise par l'Algérie dans la mécanisation. On a fabriqué, on a mis une usine de tracteurs à Constantine, ce sont des usines de très faible puissance. Avec des tracteurs de 65 chevaux, on ne peut pas travailler le sol pendant la période avant les pluies. Donc ce n'est pas possible. Et il fallait adapter une puissance plus élevée de la traction. Et ce n'est que dernièrement qu'on a essayé de fabriquer des tracteurs de 150 chevaux en Algérie. Donc tout ça, c'est un temps perdu. Parce que nous sommes dans un climat sec, il faut absolument travailler le sol pendant la période sèche. Et cette période, il faut une puissance de traction, il faut un matériel aussi de travail du sol beaucoup plus robuste que ceux qui fabriquent en Algérie ou puis des fois n'importe quoi pour travailler le sol. Et ça, là, mais quand on parle de l'attraction, professeur Meklich, est-ce que c'est ce qui justifie aujourd'hui les rendements à l'hectare? Par exemple, nous sommes à 17 quintaux à l'hectare, alors que vous avez des pays voisins qui sont pratiquement à 30 quintaux l'hectare, et dans les pays les plus développés, par exemple si on se réfère aux États-Unis ou au Canada, ils sont à 65-80 quintaux l'hectare. Oui, mais c'est un tout, hein. Pour améliorer la production, il faut respecter l'itinéraire technique. La date de semis est fondamentale. La profondeur de semis, c'est bête de parler de la profondeur de semis. Jusqu'à présent, lorsque vous passez dans les champs, vous trouvez que la profondeur de semis est trop importante. Donc, déjà, vous pénalisez le rendement. Vous avez aussi la fertilisation. Pas tout, il y a très peu d'agriculteurs qui appliquent la fertilisation. Le désherbage, sans désherbant, la réduction du rendement de 20 à 30%, des fois plus. Des fois, je vous assure que j'ai vu deux parcelles voisines, deux agriculteurs différents. Un agriculteur, il a désherbé. Il a fait au moins 50 quintals à l'hectare, je l'ai vu à Constantine. Un autre juste à côté, il a été obligé de récolter sa parcelle de fourrage parce qu'il n'avait pas désherbé. Donc vous voyez, déjà, le fait de désherber correctement, de fertiliser correctement, évidemment un travail du sol approprié permet d'améliorer fortement le rendement. Et c'est ce qui ne se fait pas malheureusement. Voilà, donc il faut qu'on adopte une stratégie très puissante, très forte. Mais quand on adopte une stratégie trop forte, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, professeur Elstri Meklich? Est-ce qu'il faudrait associer l'université? C'est primordial aujourd'hui parce que certains considèrent que les ponts ont été rompus entre les preneurs de décision et entre l'université. Oui, absolument. Sans l'université, maintenant, se débat dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le développement réel de l'agriculture. Comment on appelle ça? Par exemple, je prends uniquement la jachère. La jachère, on en parle tout à l'heure. La jachère doit être étudiée par l'université. C'est à l'université de mettre des projets de recherche pour dire est-ce que c'est lorsqu'on supprime la jachère, qu'est-ce qu'on gagne, quel est le rendement qu'on améliore, quelles sont les cultures qui vont remplacer la jachère. On ne décide pas, on ne décrète pas de façon administrative. Il faut supprimer la jachère, mais comment, par quoi? Et l'université, il a des milliers d'étudiants qui veulent apporter leur contribution. Et si l'université n'est pas impliquée,
comment vous allez répondre à la question? On va répondre administrativement. Et administrativement, on a vu des décisions, plus de jachères dans les domaines fermes d'État. On leur dit qu'il n'y a plus de jachères. Eh ben, les gens n'ont pas les moyens. Parce que si vous supprimez les jachères aussi, il faut des moyens conséquents. Un matériel adapté. Vous avez des semoirs de 3 mètres de large. Ce n'est pas suffisant. Il faut des moyens de 6 mètres, 12 mètres, des semoirs. Vous avez des pulvérisateurs de 9 mètres. Avec 9 mètres. Alors que dans le monde, maintenant, c'est 26, 36 mètres carrés, pardon, mètres de largeur à la ronde. Donc vous pouvez désherber combien d'hectares à la minute, si vous voulez. Et tout ça, doit être pris en compte. Bon, on peut passer, il faut parler aussi du morcellement, comment on appelle ça, du morcellement des terres. Donc on a tellement fractionné les exploitations que c'est difficile. Mais là, il faut impérativement que l'État intervienne avec force pour créer des coopératives. Ce pas des coopératives administratives qui sont gérées administrativement. Quelle que soit la volonté du responsable, ils ne peuvent pas répondre parce que les contraintes sont différentes. Par exemple, elles existaient par le passé, les coopératives. C'est des coopératives d'État. Honnêtement, moi je connais des responsables qui veulent réussir, mais ce n'est pas possible. Les règles administratives nous interdisent, si vous voulez. Bon, le mot peut-être interdit, mais nous empêchent d'avancer. Il faut une facture. Bon, qu'est-ce qu'on vous donne une facture? Vous trouvez l'objet, l'outil que vous voulez acheter, mais celui qui l'a ne peut pas vous faire la facture. Donc vous ne pouvez pas l'acheter. Il faut 3 factures pour justifier. Non, c'est très difficile. Mais les coopératives, de vraies coopératives, c'est-à-dire un ensemble d'agriculteurs qui se réunissent, qui décident entre eux de s'organiser, d'avoir des moyens appropriés ensemble. Et ça, c'est possible. Et je comprends ça par tous les pays du monde, par les pays socialistes, ils sont travaillés comme ça. Alors, professeur Alstrim Meklich, je voudrais revenir avec vous. Vous avez demandé à ce qu'on aille vers la création de coopératives, comme celles qui existaient par le passé, mais différemment, avec des privés qui pourraient s'associer pour rentabiliser au maximum leurs moyens. Mais il y a eu aussi par le passé des fermes pilotes qui ont été mises en place au niveau du sud du pays pour, bien sûr, tester la production céréalière. Ça avait donné de bons résultats et ça a été abandonné, hélas. Oui, malheureusement, c'est ça. C'est deux fermes pilotes qui ont été initiées dans le but de savoir si on pouvait produire au sud algérien ou non. D'ailleurs, moi, je n'y croyais pas du tout. C'est pour ça que j'ai été là-bas et je me suis rendu compte que c'est extraordinaire le potentiel du sud. Vous avez changé d'avis une fois sur le terrain? Une fois sur le terrain, je pense que c'est intéressant que les gens connaissent l'histoire un peu de ces fermes pilotes. C'est des fermes pilotes qui étaient installées dans Fitzberg, donc au sud de Hassim Saoud. Les premières années de très bon rendement. Deuxième année, ça a commencé à baisser parce qu'il y avait une erreur technique. On a utilisé les eaux salées de certains forages. Et la troisième année, on a fermé ces forages, donc le rendement a augmenté. Et par la suite, lorsqu'on a vu que les productions de céréales étaient bonnes au sud, de bons rendements, c'est-à-dire 40 quintaux à 50 quintaux, à l'époque c'est à peu près 5 fois plus que le rendement du nord. Donc on a dit on va produire les semences pour le nord. Et malheureusement, les semences à l'époque, les semences qu'on a utilisées n'étaient pas indemnes de mauvaises herbes. Et ce qui a fait, ça a entraîné énormément un développement de mauvaises herbes considérable dans ces fermes. Et le temps de résoudre le problème, et il y a un autre problème qui est arrivé, c'est le problème des engrais nitrates, les nitrates qui ont été remplacés par l'urée. Le temps que l'urée arrive, et donc les fermes ont tenu des rendements très bas, et ce qui a entraîné malheureusement leur dissolution. Alors qu'on aurait pu les donner en gestion aux universités, les gérer avec les universités. Il y a des universités à Ouargla qui pouvaient facilement prendre en main ces fermes pilotes. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça a été abandonné. C'était une erreur de l'avoir abandonné? Oui, personnellement, je suis convaincu que c'était une erreur monumentale d'avoir abandonné ces fermes pilotes. On aurait pu les maintenir. Donc, de toute façon, il
Il suffisait de les faire. À l'époque, il fallait simplement régler le problème de l'année où les engrais azotés étaient arrivés en retard. On sème en novembre, les engrais azotés étaient disponibles en février. Les gens semaient tôt parce qu'il fallait semer à la date optimale. Ils ne savaient pas que les engrais allaient arriver en retard. Donc la faute n'incombait pas aux exploitants, aux responsables des exploitations, mais incombait à une situation sécuritaire du pays, c'est ça. Mais quand on parle aujourd'hui, par exemple, de ces fermes pilotes, qui, selon vous, est une erreur de les avoir abandonnées, est-ce que l'agriculture saharienne, c'est l'avenir aujourd'hui? Bon, il faut être vraiment... moi, je milite pour ça. Je suis convaincu, le potentiel, il est considérable. Parce que là, je l'ai vécu et je le sais. Je peux vous donner un exemple uniquement. Maintenant, on peut faire une culture de blé. Des agriculteurs ils sont arrivés à 82 quintaux à l'hectare de blé dur. Parce qu'il est plus facile de produire le blé tendre que le blé dur. Donc 80 quintaux à l'hectare de blé dur, on récolte le blé dur, on sème le maïs. Donc vous faites 2 cultures par an. Et le maïs, vous pouvez faire pour l'ensilage. Les agriculteurs performants sont arrivés à 65 tonnes d'ensilage par hectare. Ou en grains, des agriculteurs aussi, ils ont fait 110 quintaux à l'hectare de grains de maïs. Ce qui fait, les potentialités sont gigantesques. Et la luzerne, en parlant par la qualité de la luzerne qu'on produit au sud, elle est extraordinaire. Et aussi, les rendements sont élevés. Mais il faut savoir que l'agriculture saharienne demande des gros moyens. Ce n'est pas avec les petits tracteurs de 65 chevaux haut et ce mort de 3 mètres de large et pulvérisateur de plein qu'on peut faire cette agriculture. Il faut aller dans la technologie. Mais justement, aller dans la technologie, est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement, par exemple, profiter de l'expérience de certains pays, aller en partenariat pour la réalisation de méga-projets? C'est l'avenir, parce qu'on ne peut pas, vous avez dit, le morcellement et les petites superficies n'apporteront pas de grands rendements. Professeur Meklich. Oui, absolument. Moi, je suis sûr qu'il faut aller vers le partenariat. Parce qu'eux, ils ont une technologie, ils ont des moyens. Si vous voyez des tracteurs maintenant, je vais vous citer un petit exemple. Par exemple, le pulvérisateur. Nous avons un pulvérisateur de 9 mètres carrés, 9 mètres de large, pardon, j'insiste. Vous pouvez désherber 30 hectares maximum par jour, par exemple. Le chiffre, c'est pas... Mais dans les pays développés, vous avez des pulvérisateurs, c'est-à-dire qui avancent à 50 km à l'heure. Donc, c'est-à-dire c'est presque... C'est immense. Et dans le sud, on a une superficie immense, hein, du point de vue sol. Bon, le doute, c'est le problème de la durabilité de cette nappe. Combien d'années cette nappe peut durer? Et là, ce sont les services de l'hydraulique qui doivent répondre. Moi, du point de vue agronomique, je sais, j'ai eu la chance d'avoir été présent dans le sud pendant plusieurs années et de voir que le potentiel est gigantesque. Malheureusement, lorsqu'on a voulu développer l'agriculture saharienne, on a eu le problème donc, de ces fermes qui ont été abandonnées parce que, pour les raisons que j'ai expliquées, les petits agriculteurs, on ne les a pas encadrés, c'est-à-dire encadrés techniquement. Vous avez un pivot, pour fonctionner, il lui faut un débit et une pression exigée par le constructeur. Les agriculteurs ne respectent pas ça, donc ça donne n'importe quoi. Ce qui fait les rendements n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on espérait. Mais maintenant que certains, je peux vous citer un agriculteur, sans citer son nom, hein, il fait depuis trois campagnes successives une moyenne de 65 hectares à l'hectare de blé dur, sur 300 hectares. Un autre, il a fait sur 200 hectares, 84 hectares, c'est énorme de blé dur. C'est-à-dire, si on arrive à une moyenne de 60 quintaux, 1 million d'hectares, presque on règle nos problèmes de blé. On peut exporter même du blé dur. Mais est-ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui que, par exemple, il faut un accompagnement de ces agriculteurs en termes de formation sur ce qu'ils devraient faire et introduire à la fois la technologie? Parce que maintenant, vous cliquez et vous irriguez. Absolument. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de gros moyens. Donc, est-ce qu'il faudrait adapter les agriculteurs à ces nouvelles techniques de production? C'est l'idéal. C'est l'idéal. Il faut déjà sensibiliser les gros investisseurs. Je pense que certains sont beaucoup plus sensibles que les petits agriculteurs. Il faut revenir aux moyens. C'est-à-dire,
moyen coopératif. Des petits agriculteurs, il faut obligatoirement ces groupes en coopérative. Il faut que ces groupes, qu'ils aient un ingénieur, par exemple, il peut gérer Un ingénieur agronome. un ingénieur agronome, et la Ils formation sont des centaines à sortir des universités. à sortir de ces universités. Et ces ingénieurs devraient être accompagnés, la première année, une première année, une deuxième année, l'université doit les accompagner dans lorsqu'ils occupent les postes d'ingénieur agronome, ils doivent être encadrés par l'université pour qu'ils puissent appliquer les techniques qu'on leur apprend à l'école. Alors, si on se réfère aux chiffres, nous avons par exemple la facture globale d'importation des principaux produits alimentaires que nous consommons, qui a connu une hausse pour les 4 mois de l'année en cours de 17%. Est-ce qu'il faudrait par exemple tenir compte de ça pour faire des aliments que nous consommons, qui sont aujourd'hui stratégiques, le sucre, le lait, les céréales et autres produits, des filières stratégiques sur lesquelles on doit travailler impérativement, parce que si on se réfère aussi à certains indicateurs, nous importons pour certains même nos semences. Oui, on apporte tout. Voilà. Bon, si par exemple les cultures maraîchères... Il faut travailler en amont et en aval. Voilà, absolument. C'est par exemple pour les cultures maraîchères, certaines cultures, des petites quantités de semences, on peut dire que c'est pas un problème. Mais pour la plupart des semences, la pomme de terre par exemple, il faut impérativement les produire chez nous. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à les produire chez nous? C'est toute notre organisation, notre système d'organisation, notre système de fonctionnement. Déjà, l'université, la question fondamentale, c'est ça. Nous avons éloigné l'université du milieu agricole. Nous avons, pire encore, les centres les instituts de recherche. L'INRA, je peux citer l'INRA, qui devait normalement être, c'est lui le moteur de toutes les idées nouvelles. Or, qui c'est qui c'est certains privés c'est grâce à certains privés qu'on a des technologies qui rentrent là. Sinon, ces instituts, ces universités, je ne remets pas en cause le niveau de la formation des ressources humaines. C'est les objectifs qu'on leur a donnés et les moyens qu'on leur a donnés pour atteindre ces objectifs. Alors, plusieurs questions des auditeurs, professeur Alspri Meklich. Ils disent, aujourd'hui, quand on fêtera la production du dernier baril de pétrole, à ce moment-là, nous produirons des céréales et tout ce dont on a besoin. Vous pensez la même chose, pratiquement, puisqu'on est resté à 98% dépendant des hydrocarbures pour notre économie? Oui, c'est-à-dire tout le monde dit les hydrocarbures, c'est un malheur, mais au contraire, c'est une chance qu'on devrait saisir. Parce que nous avons des moyens, on est plus à l'aise pour travailler. On est plus à l'aise d'avoir des universités performantes. On est plus à l'aise d'avoir des centres de recherche performants avec ce pétrole. Non, ça c'est vraiment... C'est une erreur de croire. Par exemple, imaginons brutalement, on n'a plus de pétrole. Moi, j'imagine mal qu'est-ce qu'on va devenir. On importe tout. 60%, si ce n'est pas 80% de ce que nous consommons en produits fondamentaux sont importés. Le blé, les légumes secs, alors qu'on peut produire. Non, je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Il faut absolument se mettre au travail et organiser. L'université doit participer, les centres de recherche doivent être impliqués. Alors, quel est l'avenir des milliers d'ingénieurs agronomes qui finissent leurs études chaque année, professeur Meklich? Vous les connaissez? Oui, malheureusement, très peu sont dans... c'est-à-dire, très peu sont dans la production, je veux dire. Mais certains sont récupérés par... comment on appelle ça c'est des sociétés importatrices qui font de produits, des herbes, etc. Ils sont utilisés dans ce domaine, mais malheureusement très peu. Bon, l'université en a pris beaucoup au début, l'enseignement, mais sinon... Les autres, ils se convertissent dans d'autres métiers que le travail de la terre. Oui, bien vont au Canada, malheureusement.
Alors, pour moi, réussir, il faut impérativement privatiser et tout donner au privé à 100%. Vous partagez ce point de vue aujourd'hui, Oui, professeur Meklich? oui, c'est mon rêve, oui, absolument. Il faut privatiser parce que il faut bien s'entendre. Ce n'est pas les responsables des exploitations qui sont remis en cause, leurs compétences, leur bonne volonté, mais ce sont des structures qui empêchent de... Vous ne pouvez pas vendre comme vous voulez. La récolte des dates d'une ferme d'État, il faut faire un appel d'offres, il faut faire, comment on appelle, il faut lancer dans les journaux qui va acheter, etc. Or, le temps que les gens répondent, déjà la récolte est perdue. Non, il faut absolument, la privatisation est nécessaire. Mais la privatisation, comment doit-elle se faire par rapport justement aux moyens de mécanisation, par rapport aux semences qui doivent être exploitées par les agriculteurs, par rapport au travail du sol qui doit être effectué? Comment pour le définir? C'est ce que vous pose cet auditeur comme question, professeur Meklich. Oui, c'est vraiment de très bonnes questions. Hein. Je les remercie hein, parce que là, pour le travail, oui, c'est vrai, il pose de très bonnes questions. Le travail du sol, bon, il faut distinguer toujours deux secteurs. Il y a des secteurs, c'est des grandes exploitations qui doivent avoir tous les moyens. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois par ignorance, parfois par sous-estimation de l'ingénieur agronome. Parce que vous trouvez des exploitations conséquentes du point de vue superficiel, du point de vue moyen matériel, mais sans ressources humaines. Ils n'embauchent pas des ingénieurs agronomes, alors qu'il faut 2 à 3 gars, si n'est pas plus d'ingénieurs agronomes dans la même exploitation. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut... Donc il y a les ressources humaines qu'il faut encourager. Il vous dit aussi l'étude de sol par rapport, si on parle par exemple du sud, le niveau de salinité, est-ce qu'il faudrait aussi étudier ces aspects-là? Absolument, ah oui. Le sud, le sud, qu'est-ce qui se passe? Il y a des endroits où l'eau n'est pas salée du tout, c'est comme ça du nord, vous avez Adrar, vous avez Mni'a, vous avez la Ouled Ghardaya, disons, et vous avez des endroits où l'eau est salée, bon, plus ou moins, ça dépend, 3 grammes à 2 grammes, à moins de 1 gramme de sel par litre. C'est le cas de Gassetoué. Dans les zones, dans les terres, dans les zones où l'eau est salée, il faut vraiment être très vigilant. Et c'est là aussi que l'université, la recherche, doit apporter sa contribution, parce que les solutions existent. Alors, comment vous voyez aujourd'hui 2030 pour l'agriculture avec la disponibilité de l'électricité renouvelable? L'eau, peut-on penser à des villes nouvelles? Le Sahara deviendra une Californie de l'Algérie? Professeur Meklich, autre question d'un auditeur. C'est vrai, il faut développer tout ça, hein, oui, puisqu'on parlait sûr, de méga-projets. Il oui, faut penser aussi à l'électricité. Oui, Et utiliser le renouvelable, le soleil. Il faut aller vers l'énergie solaire. Moi, je dis toujours, en Algérie, nous avons 2 problèmes fondamentaux. L'eau, stocker le maximum d'eau dans le nord, stocker le maximum, dessaler le maximum d'eau. D'ailleurs, le dessalement de l'eau, il y a l'eau de mer, mais il y a aussi l'eau du sud. Il y a des endroits où l'eau est salée, il faut aller vers la technologie. Il faut qu'on maîtrise la technologie. Il ne faut pas que ce soit uniquement on emporte tout. Il faut que l'université, c'est toujours l'université. Il faut que l'université soit impliquée. Vous avez l'énergie solaire. On a créé des centres de recherche sur l'énergie solaire. Mais lorsque quelqu'un veut construire des îles, qu'est-ce qu'il fait? C'est le prix, c'est l'étranger qui intervient. C'est quoi? Alors, est-ce qu'il faut juste une réelle politique agricole aujourd'hui? Une réelle politique agricole? Ben oui, il faut absolument tout revoir. Hein. De A à Z. Hein. Est-ce qu'il faudrait, pour augmenter les rendements, passer aux OGM? Ah. Moi, je n'ai pas le droit de donner mon avis. Mais... Oui, l'OGM. Bon, personnellement, en tant que personne, moi je dis, honnêtement, je veux le dire haut et fort que je ne suis pas contre les OGM. Vous n'êtes pas le seul. Parce que simplement, moi, lorsque j'étais étudiant, je lisais Sciences et Vie. Dans Sciences et Vie, les OGM, pour nous, c'était vraiment, qu'on appelle ça, c'est la science-fiction. Or, maintenant, on arrive. Et nous, à l'Algérie, on importe des OGM, on consomme des OGM. Le soja qu'on importe, il y a beaucoup de OGM, le maïs OGM. Et pourquoi ne pas le produire chez nous? Au moins, pourquoi ne pas maîtriser la technologie?
Professeur Alstem Klich, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous dans le studio. Merci beaucoup, parce que c'est votre première interview avec nous au niveau de la chaîne 3. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie infiniment parce que je suis très heureux que ce soit, comme vous m'y invitez. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'universitaires qui Et interviendront dans viendront l'émission. dans l'émission. Et je Merci vous remercie beaucoup. infiniment, madame. Merci, au revoir.